nous avons un dilemme lorsque nous étudions les textes. Soit nous les laissons tels quels, soit nous les corrigeons. Si nous les corrigeons, on peut nous reprocher de les avoir transformés, de les avoir élagués, d'avoir choisi certaines choses et pas d'autres, etc. Mais si nous les gardons tels quels, le problème c'est que si nous essayons de faire la synthèse de tous les éléments que nous conservons, ça ne tient pas debout. Ça n'a ni queue ni tête. Et on arrive à une sorte de roman et de gesticulation. Je voudrais pour exemple la question des centuries de Nostradamus, des éditions de Nostradamus, des centuries. Alors, l'observateur objectif, il ne cherche pas à prouver à tout prix que Nostradamus avait tout fait, tout écrit, tout pensé, etc., comme beaucoup de Nostradamologues le sont, le pense, ne peut pas ne pas remarquer que, alors qu'on nous parle d'une édition à 10 centuries qui serait parue en 1568, mais avec une préface dans le deuxième volet qui serait datée de 1558, eh bien, malgré tout cela, quand on regarde toutes les éditions qui se sont succédées sous la Ligue, notamment entre 1588 et 1589, pas de traces de ce deuxième volet. On ne trouve que des éditions à 7 centuries et même moins que 7 centuries. Alors, les nostradamologues sont un peu embarrassés par cette situation. Et si vous lisez leurs explications, je pense notamment au répertoire chronologique nostradamique de Robert Ben-Azra, que j'ai publié avec Tré Daniel, on nous dit oui, ça avait été écrit, ça avait été publié, mais sous la Ligue, ça s'était perdu pendant un certain temps, et puis c'est revenu ensuite. Bon, voilà le genre d'acrobatie auquel se sont contraints pas mal de gens. Et moi, j'ai toujours pensé que ça ne tenait pas debout, et qu'au contraire, on avait la preuve que le processus centurique n'était pas apparu avant le milieu des années 1580. Et qu'on avait assisté petit à petit à la formation de ce corpus, et non pas à un corpus qui est déjà existant intégralement et qui se serait ensuite perdu en partie et puis retrouvé quelques années plus tard. Puisque les premières éditions datées de 1590 comportant les deux volets, voilà, c'est 1590 à Cahors. On n'est pas du tout certain que cette date est exacte. Pour ma part, je pense que le deuxième volet est le fait, non pas des gens de la Ligue et des catholiques, comme le premier volet, mais des partisans plutôt, pour le deuxième volet, de Henri de Navarre. Et on le voit par les ensembles d'attaques qui sont faites contre l'adversaire. Notamment la fameuse formule que j'avais développée en 97 lors d'un colloque à la Sorbonne, garde-toi Tours de ta proche ruine, qui apparaît dans la 4e centurie, dans des éditions d'ailleurs de la 4e centurie, et qui vise visiblement le camp adverse dont la capitale était Tours, et qui était le camp donc de Henri de Navarre, rejoint d'ailleurs par Henri III, fuyant Paris, dominé par les Guises. Henri III d'ailleurs qui fera assassiner le duc de Guise. Donc nous avons là deux volets qui se sont succédés, qui sont apparus l'un contre l'autre, et par la suite on aura combiné ces deux
ces deux volets. Alors ça nous rappelle rien, ça nous rappelle tout simplement la formation, la composition de l'Ancien Testament. Nous avons des éléments qui appartiennent au royaume de Juda et d'autres éléments qui appartiennent au royaume d'Israël. Voilà, donc vouloir considérer cet ensemble comme d'un seul tenant est suicidaire, aussi bien concernant Nostradamus que concernant l'Ancien Testament.